Baseball Canada, les voyageurs de Jonquière, les collèges américains sont quelques accomplissements de notre invité aujourd'hui. Jean-Benoît Simard-Gagnon évolue présentement avec Vernon College au Texas. Et Jean-Benoît Simard-Gagnon est parmi nous aujourd'hui. Salut Jean-Benoît. Salut Jacques, ça va bien? Ça va bien toi? Super, merci. Merci de l'invitation, très apprécié. Ça fait plaisir. La température a de l'air belle dans ton coin? Super beau, il fait 30-35 degrés ces temps-ci. On a eu quelques temps un petit peu plus froid dans les dernières semaines. On se rapprochait un petit peu plus de zéro, mais depuis quelques jours, là, on a vraiment des très belles températures. C'est fou comment ça fait différent du Saguenay avec nos moins 50 au milieu de l'hiver et nos moins 30 habituellement. Donc, t'es chanceux d'être à la belle chaleur et de jouer au baseball. En ce moment, tu es aux États-Unis, comme je disais, au Texas, si je ne me trompe pas. C'est exact. Et j'aimerais savoir, là, le baseball a commencé à quel moment dans ta carrière? Puis naturellement, en étant rendu aux États-Unis, ça veut dire que tu as fait ton cheminement dans le collège, dans tous les mineurs. Mais qui t'a montré le baseball? Qui t'a appris le baseball? Ben, je dirais que j'ai commencé le baseball dans ma cour arrière avec mon père qui m'a acheté un bâton de plastique comme la plupart des joueurs de baseball. J'ai fait tous les échelons au niveau mineur. Comme tu l'as dit, j'ai commencé Rally Cap, Atom, Pee-wee, Bantam, Midget, jusqu'à mon saut vers l'Académie de Baseball Canada. Donc, je dirais que mon parcours mineur a été assez simple, unique, assez simple et général, euh, si je peux dire ça, là. Et justement, ce saut à l'Académie de Baseball Canada, habituellement, pour les gens qui font le saut à ce moment-là, c'est souvent Midget 3 ou c'est souvent Bam Tam maintenant. Tu sais, quand tu frôles, tu commences à frôler l'élite. Toi, comment ça s'est passé et à quel moment? J'ai commencé à entamer le processus avec l'Académie de Baseball Canada. J'avais 16 ans. Euh, j'ai pas été habité à Montréal à ma première année. Dans le fond, j'ai participé à quelques tournois avec eux, à Atlanta d'ailleurs, en Géorgie. Ça, c'était mon premier tournoi. J'évoluais encore dans le Midget 3 à ce moment-là. Puis à ma deuxième année Midget 3, j'ai fait le saut avec l'Académie de Baseball Canada à la fin de l'été, à la fin de la saison. C'était le début, le commencement du COVID, fait que c'était un petit peu plus difficile de se trouver des appartements, une résidence à vivre à cause de ça. Donc, j'ai été habité à Montréal pour mon secondaire 5 à la fin de l'été, budget 3. Et l'évolution là-bas, qu'est-ce qui est la différence entre, pour les gens qui peut-être qui connaissent pas ça complètement, parce que, tu sais, il y a eu quand même eu un changement de, de gestion quand Marc-Antoine Bérubé est arrivé en poste avec Douglas Toro et l'équipe qui a pris la charge de l'ABC. Euh, Quelle est la dynamique là-bas quand tu arrives et tu as une première année ou une première présence à l'ABC? Je dirais qu'à tes premiers jours à l'ABC, tu es un peu, si je peux dire, sous le choc, impressionné par le talent, par tous les joueurs qui sont là-bas. Parce que quand tu arrives, tu es un des plus jeunes, tu as 16 ans, tu t'entraînes avec des personnes qui, eux, sont sur le point de partir au collège, qui ont 18, 19 ans, puis qui sont pas nécessairement à la même place que toi dans leur développement. Fait que je dirais qu'à première vue, ça peut sembler gros, mais plus le temps avance, plus tu te rends compte que tu apprends extrêmement beaucoup en les regardant, en leur parlant. Puis toute l'équipe est très, très accueillante. Ils te donnent des conseils, ils te prennent sous leur aile, puis ils croient en toi. Donc, je dirais que dès mon arrivée à l'académie, là, j'ai senti que j'étais très bien accueilli, puis je me sentais très à l'aise. Et la manière que tu as été repéré par l'ABC, comment ils font ça, eux, pour te repérer? En fait, il y a plusieurs processus qui sont différents pour chacun des joueurs, évidemment. Je dirais que la première ou générale façon de se faire voir, c'est par rapport à des événements, comme on peut dire des showcases ou des événements de talent comme la classique Claude Raymond, qui est très, très populaire au Québec depuis quelques années. De mon côté, j'ai eu mes premiers contacts avec l'Académie de Baseball Canada à ce moment-là, lors de ce tournoi-là. Ensuite, j'ai été invité au championnat canadien suite à la classique. Donc, encore une fois, là, les coachs ils ont une certaine vision de toi. Ils peuvent te voir évoluer. Puis, je dirais que ça a parti par rapport à la classique, là, à la classique, là, vraiment.
Et quelle est la dynamique avec les autres joueurs? Parce que naturellement, pour ceux qui ne le savent pas, qui écoutent présentement, comme tu le disais aussi tantôt, il y en a qui se préparent à quitter pour les collèges, d'autres sont en processus de se faire repérer, d'autres arrivent à la BC. Donc, dans une certaine façon, chacun a un processus à faire, mais vous avez tous quand même un côté plus personnel à vouloir développer pour aller plus loin. Comment vous réussissez à réussir à être personnel tout en devant jouer en équipe pour naturellement gagner et bien performer en un groupe? Ben, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment une grosse partie de ton développement. Je pense qu'il faut que tu trouves un certain équilibre entre créer une bonne relation avec tes coéquipiers parce que en réalité, c'est eux qui te permettent de te pousser puis de travailler plus fort. Donc, c'est un certain travail d'équipe, mais en même temps, il faut que toi, de ton côté, t'évolues personnellement puis que tu travailles sur tes forces, tes faiblesses. Donc, je pense que ce certain sentiment de compétition-là entre les coéquipiers te pousse à travailler encore plus fort puis à te dépasser. Donc, je pense vraiment que c'est une bonne chose que la compétition à l'interne soit présente. Puis en même temps, ça t'empêche pas d'avoir de bonnes relations avec tes coéquipiers puis d'avoir du plaisir. Et une semaine d'entraînement ou une semaine tout court à l'ABC peut ressembler à quoi? Euh, Dans le fond, notre semaine est plutôt chargée, je dirais, en raison de l'école puis de l'entraînement, ce qui est très normal. Par contre, on est encadré de façon exceptionnelle. Quand j'étais là, nos horaires, principalement par le groupe d'entraîneurs, étaient extrêmement bien planifiés. Autant planification nutrition, planification mentale, planification physique, baseball, tout ça encadrait notre cédule à l'ABC. Donc, le lundi était une journée médium. Le mardi était une journée un petit peu plus haute intensité. Le mercredi était une journée plus de récupération, yoga, stretching. Donc, on se préparait pour le jeudi, pour le vendredi. Ensuite de ça, le vendredi était souvent une journée plus chargée parce qu'on avait 2 jours de repos durant la fin de semaine. Donc, c'était plus chargé au niveau physique, l'entraînement dans la salle de musculation. Puis, je dirais que ça ressemble à ça. Et un des parties les plus importantes, je crois, de la présence à l'ABC, c'est souvent les voyages que les joueurs font. Je pense, j'ai parlé justement avec Dayton Lachance dernièrement. Il mentionnait que dans une couple de jours, ils partent pour 2 semaines en Arizona. C'est quoi le processus de préparation pour aller en voyage? Et surtout, comment ça se passe là-bas? Parce que naturellement, vous avez l'école à continuer, mais vous avez aussi plusieurs parties. Parce que j'ose croire que vous devez jouer plusieurs parties une après l'autre. Absolument. J'ai eu la chance de faire plusieurs voyages avec l'ABC aux États-Unis, soit en Floride, en Arizona, euh, dans l'Ouest canadien également. Je dirais que la préparation pour ces voyages-là est très, très importante parce que souvent, c'est l'hiver pour nous. Eux autres, aux États-Unis, c'est encore l'été, ils pratiquent dehors. Fait que, ça nous force à avoir une préparation plus que parfaite. Donc, je dirais que la préparation qu'on fait souvent se rapproche plus des situations de match. On essaie de recréer des situations de match à l'intérieur, même si souvent, c'est pas facile. Mais on essaie de recréer cette ambiance de compétition-là le plus possible euh, dans dans le laps de temps avant qu'on parte. Puis, une fois arrivé là-bas, on essaie de compétitionner du mieux qu'on peut, puis d'appliquer tout ce qu'on a appris au niveau technique dans les gymnases. Au niveau de l'école, c'est sûr que rendu là-bas, eux prennent ça très important. Les études, on a des périodes d'études cédulées, tout dépendant du laps de temps qu'on a ce journée-là. On les respecte, on essaie d'être le plus sérieux possible parce que c'est une partie très, très importante, là, l'école, si tu veux te rendre au prochain niveau. Donc, on réussit si je peux dire, mixer le baseball avec l'école assez facilement. Puis, on essaie de rester sérieux là, dans cette partie-là aussi, là. Et dans ton parcours à l'ABC, y a-tu un moment, une anecdote, quelque chose qui t'a marqué que tu te dis, ça, c'est un des points forts de tout mon parcours en ABC? Je dirais le voyage en Arizona que j'ai pu vivre en l'été dernier. Je dirais que c'est le moment de toute ma carrière de baseball qui m'a le plus marqué, surtout avec l'ABC. Je pense que c'est un voyage exceptionnel que je me sens extrêmement reconnaissant d'avoir vécu. On a eu la chance de visiter 5 différents complexes professionnels et
non pas juste de les visiter, mais de pouvoir s'entraîner aux côtés des joueurs professionnels qui s'entraînent juste au terrain à côté de toi. On a eu la chance de jouer contre des équipes professionnelles, des ligues mineures qu'on appelle Extended League. Donc, de jouer contre des personnes qui sont déjà rendues du côté professionnel, ça te permet de prendre conscience de ce qu'il faut que tu améliores, de ce qu'il faut pour te rendre à ce niveau-là. Puis non seulement au niveau baseball, mais je pense que ce voyage-là nous a permis de se rapprocher de l'un de l'autre. Tu sais, es longtemps sur la route avec les mêmes personnes. Ça te permet d'apprendre autant sur toi-même en tant que joueur de baseball que d'être humain. Puis on a eu la chance de visiter plusieurs belles places, là, dont le Camelback Mountain, certains complexes d'entraînement de baseball qui étaient incroyables. Donc, je pense vraiment que ce voyage-là est vraiment marquant là, dans mon passage à l'ABC. Et tu parlais de complexes que tu as visités. Est-ce que tu peux peut-être nous en nommer tu sais, une expérience que tu as vécue dans un de ces complexes-là? Absolument. Dans le fond, comment ça marche aux États-Unis? Les Spring Training Complex, souvent, les équipes se partagent le même complexe, le même General Stade, mais ont leur terrain d'entraînement respectif. Donc, si je ne me trompe pas, les Rangers étaient seuls à leur complexe d'entraînement. Les Mariners étaient avec les Padres. Puis, si je ne me trompe pas, les Rockies étaient seuls. Puis, finalement, les Giants étaient seuls aussi. Puis, parmi ceux-là, j'ai eu la chance de visiter la chambre des joueurs des ligues majeures des Mariners de Seattle. Parce que durant le spring training, les chambres sont séparées entre les big leaguers puis les minor leaguers. Donc, j'ai eu la chance de rentrer dans le locker room des big leaguers. Ça, c'était une expérience vraiment incroyable. Quel type de nom que tu as vu accroché dans le Big Leaguers Room? Ben, je dirais que en fait, les noms étaient pas encore là. Parce Ah, ok. que non, parce que c'est ça, le spring training n'était pas commencé encore. Donc, les noms étaient pas encore là. Puis je pense que c'est dans ce voyage-là que c'est arrivé. Tu as réussi à rencontrer un gars que moi, je vois beaucoup sur TikTok présentement. Je pense à Eric Sim, ou connu sur King of Juco, ou même, je suis pas sûr, mais je pense que tu as eu la chance de rencontrer Trevor Bauer aussi. Absolument, Trevor Bauer s'est présenté à une de nos pratiques, comme ça, il est débarqué à l'improviste, euh, sans avertir personne, avec Eric Sim, avec son agente aussi, Rachel Luba, qui est quand même populaire dans le monde du baseball. Donc, il est arrivé à notre pratique un jour assez normal pour nous sur le terrain, une pratique médium. On ne s'attendait pas à ça en fin de pratique. Il a commencé à se réchauffer, a lancé contre nous pendant 5 manches, 5 bonnes manches, à affronter Eric Sim, ce qui était quand même assez drôle parce qu'Eric Sim est tout un personnage, là. Pour les personnes qui le connaissent, il est quand même assez unique dans ce qu'il fait. Son contenu est assez unique. Donc, ça, c'était vraiment toute une expérience de frapper contre Trevor Bauer, qui est un Cy Young, qui a été un des meilleurs joueurs, un des meilleurs lanceurs des Dodgers. Je pense que c'est une expérience unique. Puis, c'est ça. Et toi, as-tu eu la chance de l'affronter au bâton, Trevor Bauer? Ouais, absolument. J'ai affronté Trevor. J'ai frappé un trip. En fait, un double qui s'est transformé en trip contre Trevor Bauer. Ça, c'est probablement une de mes plus belles réalisations là, depuis mon début, là. Puis Quand même unique. comment ça s'est passé? Parce que tu arrivé au bâton, as-tu commencé l'affrontement avec une rapide? As-tu essayé de te mélanger un petit peu? Tu sais, En fais-nous fait, passer à travers ça. euh, mon premier lancer était une rapido. Mon deuxième lancer était une rapido encore que j'ai frappé pour une fausse balle. Ensuite, j'ai frappé le troisième lancer qui était une slider à l'intérieur sur la ligne du premier but, à la gauche du premier but. Ouais. Donc, la balle a roulé, tu as eu la chance de faire ton double quand même d'une bonne Exact. façon. Alright. Puis, moi, ce que je me demande, parce que, tu sais, quand on voit Trevor Bauer, là, il a de l'air super. L'expression, peut-être pas la bonne, mais un peu cocky, là, un peu. Genre, il sait qu'il est bon, puis il le démontre. Est-ce qu'il était comme ça avec vous? Je dirais que d'une vision extérieure, il peut paraître cocky, mais je pense que cette personne-là est très humble. Il sait qu'est-ce qu'il est capable de faire. Évidemment,
chaque joueur des majeurs se doit de savoir ses forces, ses faiblesses, puis se doit de croire en soi. La confiance est très, très important, là, surtout au baseball, qui est un sport d'équipe, mais extrêmement individuel à la fois. Je pense que Trevor est très humble, très concentré, c'est ce qu'il a à faire pour être prêt. Puis quand j'ai quand je l'ai vu débarquer sur le terrain, ça paraissait que ce gars-là avait évolué dans les ligues majeures, là. Il est sérieux dans sa préparation, dans ce qu'il fait. Même s'il affrontait des jeunes là, de 15 à 18 ans, il prenait ça comme si c'était game numéro 7 de la Série mondiale, là. Donc, ouais. C'est cool, ça, de voir que. Parce que, tu sais, pour beaucoup de gens qui le voient, exemple, lancer dans la Ligue majeure, dernièrement, c'est avec les Dodgers, tu le sens qu'il est confiant de ce qu'il fait, puis tu le sens qu'il est confiant de la valeur qu'il a. Parce que surtout, je sais qu'il a été souvent dans des controverses du genre porter des trucs qui est de sa compagnie à lui, puis tu sais, de faire des choses qu'il sait ça va faire bouger le monde, mais il a tellement confiance en lui qu'il sait qu'il va passer à travers ça. C'est pour ça que je pose la question. Parce que moi, je l'écoute beaucoup avec Eric Sims, souvent dans des vidéos TikTok ou YouTube, tu vas voir des choses ensemble. C'est sûr qu'eux, ils ont une relation amicale. Donc, peut-être pour ça aussi qu'on le voit qu'il est confiant. Puis à chaque fois qu'il fait des lancers, il dit des commentaires pour réussir à faire réagir Eric Sim et faire un contenu, naturellement. Mais c'est cool de savoir que il va être sur le monticule. Puis même si vous avez entre 15 à 19 ans, ben, il vous prend autant au sérieux, ce qui démontre quand même un professionnalisme. Puis le fait que c'est le fun, comme tu le disais tantôt, là, que vous puissiez démontrer ce que vous êtes capable d'avoir l'air devant un big leaguers, puis démontrer que là, tu frappes un coup sûr. Moi, je me dis, si je frappe un coup sûr contre un big leaguer, je me dis, crème, quand même. Pour frapper un coup sûr, il faut être capable parce que sa balle, elle rentre beaucoup, là, naturellement. Là, c'est pas un- une petite mouette, là. C'est quand même un bon lancer. Puis dans ces rencontres-là, quelles genre, connaissances qui t'ont donné, parce que souvent, j'ose croire qu'ils vous donnent des conseils parce qu'ils savent que vous êtes proche de faire le transfert dans les collèges, vous êtes proche de toucher aux ligues majeures tranquillement, pas vite. Est-ce qu'ils ont donné des conseils que tu as retenus? Ben, une des personnes que j'ai rencontrées aussi durant ce voyage-là, Johnny Gomes, c'est une personne qui a gagné 2 séries mondiales, puis en tant que frappeur, je pense que son passage a été de très courte durée. Il était là pour une seule pratique, mais il nous a parlé pour une durée d'environ 20 à 25 minutes, puis il nous a parlé de son approche au bâton à lui personnellement. Puis je pense que c'est très, très impressionnant d'entendre les pensées, l'approche euh, d'un frappeur élite comme Johnny Gomes. Je dirais que ce qui m'a marqué le plus, c'est que lui, dans sa tête, ton bâton, il faut qu'il couvre un certain laps de temps dans la zone. Puis, ce laps de temps-là va te permettre de réagir à différents types de lancers parce que, évidemment, on sait que les lanceurs deviennent de mieux en mieux dans le baseball majeur, lancent de plus en plus fort. Leur changement de vitesse ou leur courbe commence à bouger de façon extraordinaire. Euh, je pense que d'essayer de comprendre l'approche des personnes comme ça peuvent nous aider à faire certains liens dans notre tête qu'on n'avait pas nécessairement pensé avant. Donc, rencontrer ces personnes-là, c'est pas juste impressionnant, c'est d'une façon de point de vue et de knowledge, c'est incroyable. Je sens aussi qu'il t'a marqué, là, juste à t'écouter parler de Johnny Gomes. Rappelle-moi, je pense que Johnny Gomes a joué avec les Red Sox. Johnny Gomes a joué avec les Red Sox. Je pense qu'il a été changé aussi. Il a joué pour une autre différente équipe, si je ne me trompe pas. Mais C'est pas, je pourrais pas spécifier, là. c'est pas impossible. Puis dans ton parcours à l'ABC, en étant toujours dans ce topic-là, tu as eu la chance de venir ici au stade Richard Desmond à Jonquière. J'ai eu la chance de dire ton nom à plusieurs reprises pour un coup de circuit. Je me souviens de ta présence au stade parce que tu as fait quelque chose que beaucoup n'ont pas fait excessivement et je pense qu'après, c'est devenu comme une habitude des joueurs de faire ça. Je me souviens, tu as frappé un gros coup de circuit quand même assez important dans la partie. Puis après le match, tu étais venu voir les petits gars, les petites filles qui sont au stade, puis qui regardent le match, puis que leurs parents viennent leur montrer un peu c'est quoi le baseball. Puis tu as pris la peine d'aller voir plusieurs d'entre eux, signer des balles, jaser avec eux. Ça, pour vrai, moi, c'est un des moments les plus marquants que j'ai eu à Jonquière en étant annonceur maison parce que beaucoup de gens diraient que tu n'étais pas obligé de faire ça.
prendre le temps d'aller voir ces jeunes-là, c'est peut-être ce jeune-là qui va dire ah, ben, le baseball, j'aime ça. Là, j'ai vu Jean-Benoît venir me signer une balle, puis là, ça m'a marqué, puis il est rendu là. Puis moi, j'ai une balle de lui, il a frappé un circuit. Puis ça les fait rêver un petit peu. Puis je trouve ça cool que tu aies fait ça parce que par après, l'été passé, j'ai vu régulièrement là, des gars comme Chris Pouliot, comme Gabriel Archambault faire ça un petit peu, d'aller prendre les balles, signer les balles pour les jeunes qui sont présents. Puis je trouve ça cool, je voulais juste te le dire. J'avais pas eu la chance de le faire, mais vraiment un move incroyable. Et justement, comment ça a été? Je pense que c'était ta première présence avec les voyageurs dans l'uniforme au Junior Elite. Comment c'était? Revenir dans ma région pour jouer devant mes amis, ma famille. Euh, L'ambiance au Stade Richard Demel est incroyable. Je pense que tous les joueurs qui jouent dans la ligue peuvent le dire là, quand ils viennent jouer au stade. Souvent, ce que j'entends, c'est on aime venir jouer au stade, mais on aimerait ça jouer pour l'équipe à domicile. Parce que, évidemment, l'ambiance est incroyable. Les fans parlent fort, disent pas souvent des bonnes choses, mais parlent fort, mettent de l'ambiance dans le stade. Quand on parle de mes plus beaux souvenirs jusqu'à dans ma carrière, là, mon arrivée avec les voyageurs à l'âge de 17 ans, comme ça, avoir été accueilli par l'équipe de façon incroyable, c'était vraiment une expérience là, extraordinaire de pouvoir revenir jouer dans ma région. Puis, comme tu l'as dit tantôt, je n'étais pas obligé de faire ce que j'ai fait après le match, mais pour moi, c'est vraiment important de redonner aux jeunes, puis de leur laisser comprendre que c'était possible de réaliser tes rêves si tu y crois. C'est pas nécessairement euh, en te disant ah, c'est impossible de faire ça, c'est impossible, je suis pas assez bon. Je pense que le simple fait de croire en tes objectifs, de te fixer certains objectifs, peuvent te mener à réaliser et à atteindre tes buts. Donc, je pense, pour moi, c'est très important là, de redonner aux jeunes, soit en donnant des cliniques de baseball, en me promenant dans les stades, en donnant du temps aux joueurs qui viennent nous regarder, nous encourager. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Là, puis que c'est une culture aussi au Saguenay. On voit le baseball est en hausse. Donc, je pense que c'est très important d'accorder du temps. Là. Ben, je te le dis à propos des fans, là, les gens apprécient le fait que vous prenez le temps d'aller les voir, d'aller jaser avec eux. Je suis sûr que c'est super apprécié. Parlant toujours des voyageurs, tu sais, le draft arrive le 5. C'est dans quelques jours. Aujourd'hui, les équipes ont sorti leur liste de protection. Ton nom y figure. Est-ce qu'on peut espérer te voir porter les couleurs des voyageurs cet été? Euh, il y a il y a des fortes chances que vous allez me voir au stade cet été. En fait, c'est dans mes plans. C'est dans mon processus. Dans le fond, je finis ma saison ici. Ma prochaine étape est de revenir jouer les matchs au stade Richard Demel, devant ma famille, mes amis, les fans, retrouver mes coéquipiers que j'ai eu la chance de jouer avec eux un an et demi dans le passé. Fait que oui, c'est probablement l'option que je vais prendre pour cet été. Je dirais qu'il y a 99% des chances que je sois là. Mais j'essaie de me concentrer quand même sur la saison actuelle avec Vernon. Je pense que c'est la priorité pour l'instant. Puis quand ça va être fini, on va se concentrer sur la saison avec les voyageurs qui regardent quand même assez bien là, quand on regarde notre liste de protection qui est quand même assez bonne. Là. Ben, moi, je te dis, j'espère fortement pouvoir dire ton nom encore une fois cet été. On le souhaite pour un circuit ou pour plein d'autres choses, mais surtout un circuit. Toujours un grand plaisir de dire ça aux voyageurs. Là, on va tomber dans un sujet que moi me passionne à 100% parce que la transition entre le baseball québécois et le baseball américain est deux choses complètement différentes. Surtout juste le fait que les gens là-bas puissent jouer à l'année longue, c'est déjà tellement un élément marquant et on voit une différence entre souvent des joueurs au Québec et des joueurs ici ben, aux États-Unis. C'est sûr que maintenant, avec les terrains de synthétique, je pense ici au Saguenay avec le Soccer Dome maintenant qui est arrivé depuis pas un an encore, ça a un impact à 100% sur la qualité de la pratique, de l'entraînement, des situations de jeu. Donc, toi, tu as la chance de faire partie d'un groupe select parce qu'ils sont quand même pas des millions à aller jouer aux États-Unis quand on est québécois. Donc, tu as la chance de vivre une expérience quand même incroyable.
Puis je veux savoir, parce que le processus s'est fait avec l'ABC, naturellement, l'objectif de l'ABC, c'est transférer des joueurs du Québec aux États-Unis. Comment tu as été approché par Vernon pour potentiellement aller jouer là-bas? En fait, comment ça s'est passé, là, mon recrutement était quand même assez, ok, comme je faisais, chaotique. Donc, la COVID, comme tout le monde le sait, nous a empêchés de voyager pendant près d'un an et demi. Donc, cette année et demie-là de confinement a été extrêmement difficile justement pour mon groupe d'âge au niveau du recrutement au collège américain. Sauf que j'ai eu la chance d'être entouré puis d'être encadré par des personnes extraordinaires à l'ABC qui ont été là pour moi, qui ont été là pour toutes les personnes qui étaient confinées dans ce moment-là. Ils ont pris vraiment au sérieux notre recrutement, ont écouté ce qu'on souhaitait pour nos objectifs, pour nos buts. De mon côté, j'ai été approché par un collège qui s'appelait Kansas City, Kansas Community College de première entrée. Ils m'ont donné une offre là. J'étais dans le processus d'accepter cette offre jusqu'à temps que le coach ici me contacte une journée avant que je reçoive mon contrat pour le Kansas. Il m'a contacté, il m'a dit qu'il aimait mon style de jeu, qu'il aimait de la façon que je frappais. Puis, il m'a donné une offre dans les jours qui suivent. Puis, j'ai finalement décidé d'accepter cette offre-là pour différentes raisons. Donc, je dirais que c'est comme ça que ça s'est passé. Et tu t'es fait repérer dans un événement. Est-ce que, tu sais, je pense à exemple Nicolas Doré, que lui m'a dit, j'ai dû envoyer des vidéos de moi en action pour que le coach puisse les écouter et me dire, je trouve ça cool, viens visiter notre collège. Absolument. Surtout en raison de la situation sanitaire à ce moment-là. Différentes applications comme Twitter, Instagram, Field Level, qui sont des plateformes de recrutement auxquelles les coachs des États-Unis ont accès, ont été vraiment utiles personnellement pour mon recrutement. Euh, Dans la situation actuelle, mon coach a vu une vidéo sur Twitter que j'avais posté quelques jours avant, puis me contacter par mes coordonnées qui étaient sur mon profil. C'est comme ça qu'il m'a contacté. Et tu parlais ils t'ont fait des offres. Là, je ne sais pas si nécessairement tu peux le mentionner, mais est-ce que tu peux nous donner une idée un peu, un offre des États-Unis, ça peut ressembler à quoi? Un offre d'un collège américain, dans le fond, il y a deux parties, comme on peut savoir, là, le JUCO et les universités, c'est deux choses différentes. Puis, du côté universitaire, certaines écoles ne peuvent pas couvrir certaines dépenses comme l'appartement ou la bouffe, car des fois, le campus est séparé des appartements ou n'a pas d'appartement ou de résidence sur le campus. Donc, au niveau du JUCO, souvent les écoles peuvent afford, si je peux me permettre l'anglicisme, peuvent afford toutes ces parties-là. Donc, il y a différentes parties. Il y a la partie baseball, il y a la partie école, il y a la partie de frais scolarité et la partie résidence. Puis, la bouffe, le meal plan, comme on appelle ça ici. Donc, ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Puis, de mon côté, j'ai, je paye seulement ma bouffe. Je paye seulement ce que je mange à l'école, à la cafétéria. C'est l'offre qu'ils m'ont donné. Ils couvrent mes dépenses au niveau baseball, au niveau de mon école, puis des frais de scolarité, puis de où est-ce que j'habite, là. Wow! Quand même, c'est vraiment une offre incroyable là, de recevoir ça de leur part. Dans le fond, au moment où tu as choisi de prendre le- l'offre de Vernon, logiquement, tu dois te déplacer à ce moment-là. Quand tu es arrivé, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Parce que beaucoup de gens disent qu'au Texas, les gens sont habillés souvent en cowboy, il y a des choses spécifiques qui sont différentes de ce que nous, on vit au Québec ou ce que tu peux nécessairement vivre ici au Saguenay. Ben, c'est sûr qu'il y a certaines choses qui sont marquantes. Quand tu arrives ici, on a une équipe de rodéo sur le collège. Donc, on voit les chevaux, les bottes de cowboy. Je dirais que c'est quelque chose d'assez fréquent ici. Le port des armes, évidemment, c'est quelque chose de marquant. Quand tu le vois pour la première fois, quand tu rentres dans l'épicerie, puis tu vois une famille avec des armes à sa ceinture ou un père de famille avec ses enfants qui portent une arme, c'est sûr que c'est quelque chose de différent, mais
je dirais que tu t'adaptes au fil du temps, puis tu dirais que tu portes plus vraiment attention à ces petites choses-là, puis tu t'adaptes au milieu, puis à la culture qui est quand même assez différente du Québec. Mais c'est une partie qui est très intéressante de bouger à travers les États-Unis ou à travers d'autres pays, c'est que ça te permet de découvrir différentes cultures, puis de voir les différents modes de vie là, à différents endroits dans le monde. Et là, je prends encore une fois un exemple avec Nicolas Doré parce que je sais que tu le connais quand même bien, venant de la même région. Lui, ce qu'il m'a dit qui était difficile ou qui n'était pas évident quand il est arrivé, il était avec, je pense, 4 personnes de nationalités différentes qui parlaient plus ou moins anglais et déjà que lui parlait plus ou moins anglais aussi. Toi, as-tu vécu des problématiques comme ça? Je dirais que j'ai pas vraiment vécu de problématiques. Je dirais que c'est plutôt exceptionnel de rencontrer des personnes de d'autres pays parce que c'est pas juste des Américains qui peuvent venir jouer dans les collèges américains. Ici, on a des gars de l'Australie, de l'Allemagne, de Porto Rico, de République dominicaine, du Canada, évidemment. Donc, je dirais que c'est quand même assez plaisant de pouvoir découvrir d'autres traditions, d'autres langues. Mais je dirais que les Américains sont quand même assez surpris quand on parle notre langage, le français. Ils trouvent ça un peu différent. Puis eux, pour eux, c'est très différent de leur langue principale, l'anglais. Donc, ils se posent souvent des questions par rapport à ce qu'on dit. Puis c'est ça, mais j'ai pas vraiment vécu de problématique par rapport à la langue ou aux barrières culturelles. Et justement, tu parlais que tu disais que tu parlais en français. Est-ce que tu es arrivé avec quelques personnes qui étaient déjà francophones, des Québécois qui sont peut-être déjà à Vernon, au Texas? L'automne dernier, je suis arrivé avec deux autres Québécois, dont un de Québec, un de Drummondville, Mathis Sayotte, un de Québec, Zachary Boivin. Puis pour le spring, un autre qui est arrivé, Justin Coder, qui vient de Gatineau, qui évolue pour les Tyrans de Gatineau dans la Ligue junior élite. Donc en ce moment, on est 4 Québécois ici. Donc ça nous permet quand même de garder notre langue, ça nous permet d'échanger entre nous tout en ayant des relations avec nos coéquipiers un peu partout. Mais je dirais que tout le monde parle anglais ici, là, peu importe de où ils viennent, ils parlent anglais. Et justement, encore une fois, avec ton arrivée, là, parce que c'est quand même l'élément le plus marquant sûrement dans tes débuts, tu as sûrement dû rencontrer les coachs, avoir un peu les objectifs de qu'est-ce qui s'en vient. Qu'est-ce qu'eux t'ont dit? Puis est-ce que vous aviez un peu les mêmes objectifs ou les mêmes attentes? C'est sûr qu'ici, en ayant seulement un passage de 2 ans au JUCO comparé à l'université 4 ans, les objectifs sont très clairs, sont très précis, puis sont souvent en termes d'équipe. Euh, quand on parle à nos performances sur le terrain. Donc, à notre arrivée, on a eu une suite de meetings qui nous démontraient les valeurs de l'équipe, les règles, leur point de vue, leur façon de penser par rapport à certaines choses, euh, leurs objectifs pour la saison qui s'en vient, pour l'automne qui s'en vient. Donc, c'est très clair, là. Quand tu arrives ici, les coachs te disent clairement qu'est-ce qu'ils attendent de toi, euh, qu'est-ce qu'ils veulent que tu améliores, qu'est-ce qu'ils aiment de toi. Donc, tu es vraiment, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu améliores, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour avoir ton temps de jeu, tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour avoir ta place sur l'alignement à chaque match. Euh, donc, je pense que c'est très clair, là. Quand tu es ici, tu sais ce que tu as à faire, puis tu essaies d'appliquer ce que les coachs veulent. Et à ton arrivée et dans le processus présentement, parce que tu es dans ta deuxième saison, si j'ai bien compris, la deuxième partie. C'est ça. Donc, un processus junior college se sépare en deux. Donc, la partie avant Noël s'appelle l'automne, le fall ball. On joue des matchs qui ne sont pas nécessairement comptés. C'est des matchs hors concours contre différentes équipes ou même des matchs entre nous qui nous permettent de créer notre équipe pour la saison. Donc, c'est un peu un camp d'entraînement de 3 mois et demi à l'interne. Tout le monde fait partie de l'équipe, tout le monde appartient à Vernon College, mais c'est une façon de prouver ton talent, de prouver qui tu es en tant que joueur pour prouver ta place en vue de la saison qui se passe après Noël en ce moment. Et à ton arrivée, là, est-ce que tu étais le seul catcher? Est-ce qu'on en avait d'autres? Y avait-il une compétition qui se produisait entre ces joueurs-là? Évidemment, comme dans toute équipe élite, il y a une compétition à l'interne, comme on parlait un petit peu plus tôt avec l'ABC. À notre arrivée, on était cinq receveurs. On est maintenant rendu 3 receveurs. Je me partage le marbre avec mon autre coéquipier receveur. Puis 2 autres ont quitté, malheureusement, durant l'automne et après Noël.
Et la relation avec, là, tu sais que vous étiez rendu trois à ce moment-là comme receveur. La relation entre vous trois, comment ça se passe? C'est une relation très saine. Je pense que on est capable d'évoluer puis de se pousser entre nous, même si on sait qu'il y a une certaine compétition. Mais c'est une relation qui est très saine, là. On travaille on travaille en petits groupes de receveurs. On essaie de s'améliorer entre nous, de se donner des trucs, des conseils, tout en restant conscient qu'il y a une certaine compétition. Je ferais ça comme ça. Et toi, tantôt, tu parlais qu'il y avait des choses que tes coachs t'ont dit, tu dois améliorer ça, on aime ça, ça, ça va bien, ça va moins bien. Est-ce qu'il y en a que tu as trouvé vraiment challenging de dire, oh, ce point-là de mon jeu va être vraiment un travail à long terme? Ben, je dirais que quand tu arrives ici, c'est impressionnant à quel point tes faiblesses sont exposées de façon incroyable. Ils te mettent, ils te mettent sous un radar, puis ciblent tes faiblesses, puis les exposent. Euh, Puis quand tu les améliores, tu les fixes, ben, ils t'exposent une autre faiblesse. Donc, ça te permet vraiment de conscientiser à quel point euh, t'es pas, t'es pas encore le joueur que tu veux être, puis que tu as des choses à améliorer comme tout bon joueur. Donc, je dirais que le plus gros challenge ici, c'est d'être capable de gérer tes émotions parce que tu vas pas tout le temps réussir de façon parfaite. Tu vas faire des erreurs. Tes faiblesses, ils vont ressortir souvent. Puis le but, c'est juste de garder, de garder la positivité là-dedans, puis d'être capable d'être conscient que tu as des faiblesses, tu as des forces, puis tes faiblesses, il faut que tu les améliores, tes forces, il faut que tu restes dans tes forces, puis que tu sois capable de les appliquer quand c'est le temps, là. Je pense que c'est ça le plus gros point, là. Et j'ai vu dernièrement que tu as joué quelques parties dernièrement, tu as eu quand même des belles prestations. On parle de quelques coups sûrs en quelques matchs. Euh, Comment ça se passe, là, l'évolution de la première saison, le spring season? En fait, notre pré-conférence a été extrêmement bon en tant qu'équipe. On a fini avec une fiche de 14 victoires et 4 défaites. On était premier ou deuxième dans notre conférence, ce qui est quand même remarquable. Comme je t'ai dit tantôt, je partage le marbre avec mon autre coéquipier receveur un match sur deux. Donc, pour une première année, c'est très correct, selon mon opinion. Ça me permet de gagner de l'expérience à chaque fois que j'embarque sur le terrain, de pouvoir m'adapter, de pouvoir apprendre. La game que je joue pas nécessairement euh, n'est pas une cause perdue. Euh, la game de baseball te montre tellement de choses d'une vision externe que ça te permet d'apprendre autant que si tu es sur le terrain ou même plus, euh, de pouvoir apprendre certaines choses à propos de la game, comment la game se passe. C'était huge. Puis je pense que c'est très important, même si tu n'es pas sur le terrain, de rester à l'affût de certaines choses qui pourraient t'aider à t'améliorer dans le futur, là. Si tu pouvais nous faire passer à travers une expérience d'une journée de match comparativement à une journée où est-ce que tu te partages la plaque avec un autre catcher et que tu es sur le banc ou tu fais d'autres choses, qu'est-ce qui se passe dans ces deux journées-là? C'est souvent des programmes doubles. En fait, ici, c'est toujours des programmes doubles. Donc, le premier match est à midi, le deuxième match à 3 heures. On se lève, notre arrivée au terrain se passe à 9 heures. Donc, la première chose en arrivant au terrain, excuse-moi, la première Pas de chose stress. en arrivant au terrain, on retire la tarp, tous les équipements de protection qu'on met sur le terrain pour, au cas où de la pluie ou des intempéries. Euh, Ensuite de ça, on change pour la pratique au bâton. On fait une pratique au bâton d'environ 30-35 minutes. Ensuite de ça, c'est l'équipe adverse qui vont prendre le terrain pour faire leur pratique au bâton. On va aller dans la chambre des joueurs pour se changer, pour mettre nos équipements de match. On va ressortir pour faire ce qu'on appelle le infield-outfield, donc la préparation défensive d'avant-match. Souvent, c'est moi qui va prendre le in and out en arrière du marbre, car l'autre receveur va se réchauffer avec le lanceur du premier match. Donc, je vais prendre la préparation défensive d'avant-match. Ensuite, je vais me préparer euh, à être prêt pour le match, l'hymne national avant la game. Puis ensuite, la première partie commence. Durant cette première partie-là, j'essaie de visualiser ma deuxième game, d'être prêt physiquement, là, de faire des étirements, de rester actif, puis d'essayer de lire les frappeurs adverses pour avoir plus d'informations.
d'essayer de chercher de l'information sur l'équipe adverse, puis tout en restant dans la partie en encourageant mes coéquipiers. Donc, c'est ça. Puis, j'embarque derrière le marbre à la deuxième partie du programme 2. Et dans ces games-là, souvent, tu sais, les parties qu'on va voir beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est souvent les grosses parties de séries de fin de saison. Fait qu'il y a beaucoup de monde dans les estrades, il y a beaucoup d'ambiance. Est-ce que même dans vos programmes doubles, il y a quand même une certaine quantité de gens qui vous regardent ou c'est assez restreint? C'est sûr que c'est pas une grosse ville, Vernon. C'est une ville qui est quand même assez, là, assez petite par rapport au Saguenay. Je dirais que c'est beaucoup plus petit que le Saguenay, là. Donc, le niveau de population qui vient à nos matchs, je dirais nos matchs, là, c'est le mercredi et le samedi. Donc, le mercredi, il y a souvent moins de personnes parce que les personnes travaillent ou les personnes vont à l'école. Mais le samedi, on voit que les fans sont plus présents. Souvent, beaucoup de professeurs, les équipes sportives de notre école vont se présenter à nos matchs pour nous encourager. Certaines personnes de la population qui aiment le baseball vont se présenter également. Donc, je pense que c'est vraiment tout dépendant de la journée. On va avoir des fans, mais pas autant qu'au Stade Richard Demel durant l'été, là. Pas autant, là. C'est parfait. Ça, on le sait que l'ambiance au stade Richard Desmond est différente de partout à travers Ah, ouais, l'Amérique du Nord. absolument. Euh, je voulais savoir aussi, là, tranquillement, on va commencer à parler, ben, tes entraîneurs vont commencer à te parler ou les gens vont commencer à te parler pour faire un step up, soit à l'université ou dans d'autres niveaux. Est-ce que c'est déjà commencé et comment le processus se fait pour potentiellement peut-être aller à un niveau supérieur? Je dirais que personnellement, mes objectifs, mes buts pour le futur sont déjà fixés. Je sais qu'est-ce que je veux réaliser, je sais où je m'en vais, sauf que je veux pas, j'ai pas encore commencé à chercher une université ou chercher des opportunités. Je pense que pour l'instant, mon objectif, c'est de me concentrer sur ma saison en tant que première année, en tant que recrue. Je pense que de ramasser de l'expérience, de ramasser du knowledge, d'apprendre plus sur la game, d'apprendre plus sur moi en tant que joueur de baseball, va me permettre d'être plus prêt à commencer euh, mon processus pour mon prochain niveau, plus l'année prochaine, ou je dirais l'automne prochain. Donc, pour l'instant, là, mon but, c'est vraiment de me concentrer sur ma saison actuelle. Puis, à ma deuxième saison avec Vernon, ben, ça sera le temps de commencer à penser à mon futur, là. Mais tantôt, tu as parlé en fait de connaissances que tu as eues. Je pense à Johnny Gomes que tu as Gomes. rencontré. Est-ce que dans les dernières semaines dans ton processus à Vernon, as-tu eu la chance de rencontrer d'autres joueurs, peut-être des joueurs qui ont déjà fait partie de l'équipe de Vernon? Je pense à, je vois les noms derrière toi des gens qui sont présentement dans les ligues majeures ou qui ont joué dans les ligues majeures. Est-ce que tu en as rencontré un autre qui peut-être t'aurait marqué, soit parce que tu es à ta position ou qui a déjà passé à travers le cheminement que tu fais en ce moment? Ben, c'est sûr que dans le processus de notre saison, on n'est pas vraiment, je dirais, on sort pas vraiment de nos habitudes, de notre cédule. Donc, on pratique, on joue, on s'entraîne, on pratique, on joue, on s'entraîne, on va à l'école. Donc, je dirais que non, j'ai pas rencontré de personnes sur le mur en arrière de moi ou de personnalités connues qui ont passé à Vernon, comme Johnny Gomes ou Trevor Bauer ou certaines personnes comme ça. Sauf qu'on on est tous conscients, puis nos entraîneurs sont tous conscients que les personnes qui sont passées ici, il y a des personnes qui ont marqué leur passage, qui sont rendues maintenant dans le pro. Donc, c'est important pour eux de marquer, comme on voit en arrière de moi, leur nom, puis de nous faire comprendre qu'il y a une certaine histoire en arrière de ça. Mais non, j'ai pas été en contact avec ces personnes-là dernièrement, là. Et en ce moment, quelque chose que j'entends beaucoup que tu me dis, c'est tu te concentres beaucoup pour la saison qui est présentement. Est-ce que, est-ce que tu peux nous parler un peu d'un de tes objectifs de la saison, peut-être une moyenne à vouloir atteindre ou peut-être un accomplissement précis que tu voudrais atteindre? J'essaie de rester loin de mes statistiques pour être vraiment honnête avec toi. Je sais pas c'est quoi mes statistiques au bâton. Je sais pas c'est combien de coups sûrs que j'ai. J'essaie de même pas les regarder. Euh, Personnellement, je trouve que ça m'aide pas vraiment de savoir ces chiffres-là. J'essaie d'y aller match par match, de rester focus sur les bonnes choses.
Puis je dirais que mon objectif pour cette saison, là, comme je l'ai dit, ça peut paraître vraiment général, mais c'est de gagner de l'expérience en tant que joueur, en tant que joueur qui joue sur la pression, parce qu'il y a une certaine pression, évidemment. Donc, ça serait de pouvoir gagner de la confiance, de l'expérience, du knowledge à chaque fois que j'embarque sur le terrain, puis d'être capable d'être meilleur de jour en jour, d'être meilleur que le lendemain, puis de pouvoir performer là, du mieux que je peux. Et en terminant ça, parce que je vois que le temps passe assez vite, des fois quand on a des bonnes discussions, là, souvent le temps va assez vite. Euh, Exact. je pose ça la question tout le temps à tout le monde parce que je trouve ça cool de voir un peu un peu des fantasy là, de si on avait la chance d'affronter tel type de joueur qui on aimerait affronter. Si je te donnais la chance comme frappeur d'affronter n'importe quel lanceur qui a soit déjà existé dans les ligues majeures, dans la LBGQ, peut-être dans les collèges que tu as déjà affronté en ce moment dans tes parties depuis le début de la saison, ou que c'est dans la MLB, puis que la personne est soit décédée, retraitée ou elle joue présentement, est-ce que tu aurais un joueur que tu aimerais affronter? Euh, En fait, j'aimerais affronter les personnes qui ont marqué mon passage, surtout à la Ken Baseball Canada. Je trouve que des gros noms comme Marc-Antoine Berube, Carl Gélina, Jason Terrien, euh, Benjamin Pelletier, entraîneur des frappeurs, Yannick Bergeron, qui est évidemment plus avec la Ken Baseball Canada, mais j'aurais aimé ça être capable de jouer dans leur époque, puis de comprendre à quel point ils étaient dominants dans leur temps. Puis d'être capable de jouer contre eux dans leur prime, si on veut dire, puis de voir comment eux ils évoluaient. Parce qu'évidemment, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont du knowledge incroyable. Euh, donc, j'aurais aimé ça être capable de jouer contre eux puis de voir comment eux évoluaient. Puis, ouais. Ça fait bien que tu parles de l'ABC parce que tu viens de me souvenir, tu viens de me faire rappeler d'une question que je m'étais dit que je n'avais pas notée. Puis là, tu viens de le dire, fait que ça m'aide beaucoup. Euh, Marc-Antoine Bérubé. Moi, honnêtement, naturellement, en étant un fan de baseball, on suit toutes les personnes qui ont touché au niveau collégial ou les pros. Puis, je veux savoir comment c'est être un joueur qui est coaché par Marc-Antoine. Parce que quand même, tu sais, Marc-Antoine a quand même un background intéressant. Mais ça ne veut pas nécessairement dire parce que toucher les majeurs, un joueur qui a touché les majeurs n'est pas nécessairement un bon entraîneur et un entraîneur n'est pas nécessairement obligé d'avoir touché les majeurs. Comment il est comme entraîneur, puis qu'est-ce que tu as appris grâce à lui? Je dirais que le mot pour décrire Marc-Antoine, c'est unique. Puis c'est comme toutes les coachs que j'ai eus à l'ABC. Ils sont tous uniques. Ils ont tous quelque chose qui sont uniques à eux-mêmes. Marc-Antoine, je dirais qu'il est beaucoup axé sur la science, sur la partie scientifique du mouvement du joueur de baseball. Ça, c'est extrêmement important, là, parce que quand on parle de la technique au baseball, c'est pas juste d'appliquer, c'est de comprendre le processus en arrière de ça. Marc-Antoine qui a eu qui a fait ses études en biomécanique, si je ne me trompe pas, à l'Université de Concordia, euh, m'a appris à réfléchir sur le mouvement de mon corps, sur le processus que mon corps fait pour agir, puis pour, par exemple, faire un élan. Faire un élan peut paraître très simple, sauf que si tu le, tu le vois du côté scientifique, on voit que c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Donc, je pense que Marc-Antoine t'amène un autre côté de voir ta technique au baseball, qui est la science qui est ce qui est incroyable. Puis il combine ça avec le knowledge que lui a eu en tant que lanceur avec les Aces d'Oakland dans le baseball professionnel. Donc je pense que c'est un combo incroyable. Et justement, le fait qu'il y a quelques années, il est encore dans le baseball majeur et dans le crunch du moment. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, dans mon cours en ce moment en radio, ce que je trouve cool, c'est qu'on a souvent des profs qui sortent du domaine il y a quelques semaines. Tu sais, j'ai une prof qui, il y a 3 mois, elle faisait encore de la radio à chaque matin, puis elle venait nous donner un cours. Fait qu'elle était dans le crunch du moment. On ne pouvait pas avoir une meilleure personne pour nous donner l'information de la réalité dans laquelle on se dirige. Toi, tu as trouvé ça comment d'avoir justement un Ben Pelletier, un Marc-Antoine Bérubé qui ont été dans le crunch récemment et qui là, ils viennent te donner toute l'information que eux ont reçue? Je pense qu'un gros point positif de l'ABC, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par ces échelons-là, qui ont vécu le processus, soit du collège américain, de l'université américaine, du baseball professionnel, même des ligues majeures, si on pense à Jason Terrien ou Eric Gagné, des gars comme ça.
je pense que de pouvoir avoir accès à ce knowledge-là, cette expérience-là qu'eux ont vécue, c'est quelque chose d'unique. Puis, c'est incroyable de pouvoir avoir accès à cette information-là qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la chance d'avoir. Tu sais, ces personnes-là ont vécu les choses que tu désires avoir dans ton futur. Donc, je pense qu'il n'y a pas meilleure façon d'apprendre, il n'y a pas meilleure façon d'évoluer entouré de personnes comme ça. Je pense que c'est très bon en tant qu'athlète. Eh ben, merci Jean-Benoît Simard-Gagnon d'être venu avec moi aujourd'hui au Monticule. Des connaissances, le mot que je retiens, puis je pense que ça va être ce que je pourrais marquer pour plusieurs gens, c'est l'expérience, la connaissance, puis juste se connaître soi-même. Tu as l'air à être quelqu'un qui se connaît beaucoup, qui est prêt et qui veut vivre le moment présent et pas trop aller dans l'extrapoler, vraiment de vivre là puis d'avancer pas à pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose que beaucoup de jeunes qui frôlent, dans n'importe quel type de sport, qui frôlent les hauts niveaux, de savoir qu'il faut y aller pas à pas, puis les choses vont venir si tu fais le travail de la bonne façon. Je pense que c'est ma connaissance, mon knowledge que je vais ressortir de cette belle conversation-là. J'apprécie beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous aujourd'hui. Suivez Jean-Benoît Simon Gagnon sur toutes ses plateformes. Suivez son évolution dans tous les médias en fait, de baseball québécois. On va savoir ce qui se passe avec notre jeune Saguenayen qui est présentement à Vernon, au Texas. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va se revoir, c'est sûr, selon l'évolution. Là, définitivement, on va avoir une chance de se reparler bientôt. Pour les gens qui ne connaissent pas encore le monticule, abonnez-vous, partagez, aimez, soyez là. Mon objectif, c'est de faire connaître le baseball à travers tout le monde, à travers le Québec. On veut que les gens comme Jean-Benoît Simard-Gagnon aient cette porte d'ouverture pour que les gens te connaissent et sachent ton parcours. Merci encore à 100% et on se revoit pour un autre épisode du Monticule. Merci, Zach.